Au tout début était la singularité. Une singularité est un point sans dimension. Certains croient que celle-ci avait une densité et une température infinies. Mais on ne peut pas parler de densité ou de température pour cette singularité-là, puisque les lois de la physique elles-mêmes n'existaient pas encore. En fait, on l'appelle singularité principalement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que la singularité contenait toute l'énergie de l'univers. Puis le temps commença à s'écouler. La singularité commença à se dilater, une boule d'une température inimaginable qui grandit inexorablement. On appelle ce moment le Big Bang. La physique put se mettre au travail pour fabriquer un univers. Et au travail, la physique est efficace. Quelques millisecondes après, des particules, appelées quarks, se formèrent. Il existe une demi-douzaine de quarks différents, mais ceux qui nous intéressent sont les quarks up et les quarks down. Ces quarks peuvent s'assembler en structures stables contenant 3 quarks, 2 up et 1 down. Cette structure s'appelle le proton avec une charge positive. Une autre particule apparut en même temps, de charge identique mais négative, si petite qu'on ne peut pas parler de sa taille et 10 000 fois moins massive que le proton. On l'appelle l'électron. Des charges positives attirent les charges négatives, mais l'univers à ce stade était encore trop chaud. La température étant une mesure du mouvement des particules, elles bougeaient trop vite pour que la force électrostatique ait un impact significatif sur leur mouvement. En revanche, qui dit grande chaleur dit grande pression, et ce qui existe à part l'univers, c'est le vide. La pression poussa donc l'univers à grandir encore, et après quelques secondes, l'horizon observable avait déjà la taille d'une galaxie. Mais tout volume qui grandit baisse en pression, et donc en température. La température commença donc à baisser. Baisser au point d'atteindre une température suffisamment basse pour que les électrons se lient enfin avec tous ces protons, formant ainsi des atomes neutres, des atomes d'hydrogène. Quelques 300 000 années plus tard, on en est là, un univers consistant en un énorme nuage d'hydrogène. Mais dans certaines régions de ce nuage, il y a un peu plus d'atomes d'hydrogène. La densité est un peu plus grande. Alors la gravité commence son travail. Une zone dense attire plus d'hydrogène à elle, et devient encore plus dense et donc attire plus d'hydrogène. Au bout d'un moment, on a une énorme boule d'hydrogène, chacun poussant vers le centre. Au centre, comme la pression augmente, la température augmente, et il ne faut pas longtemps pour que les électrons soient éjectés et qu'on revienne au stade antérieur, une mer de protons libres qui se repoussent, s'évite. Mais, formant un plasma au centre de la boule, ils n'ont nulle part où aller. Alors la pression augmente encore, et avec elle la température. Les protons bougent vite, si vite qu'ils entrent enfin en collision. Quand ils entrent en collision, une autre force entre en jeu. Elle n'agit qu'à de très courtes distances, un peu comme une colle, mais quand elle agit, elle est très difficile à résister. Le plus souvent, les protons finissent par se décoller, mais parfois, il se produit quelque chose d'étrange et de familier. Un des protons collés éjecte une particule chargée positivement, un positron. C'est une particule d'antimatière exactement identique à l'électron, si ce n'est pour sa charge positive. Et lorsque ce positron rencontre un des électrons, piégé lui aussi non loin de là, il s'annihile. Leur masse est entièrement convertie en énergie. Le proton éjecte aussi une particule au nom adorable, le neutrino. Mais ce dernier interagit si peu avec les autres particules qu'on pourrait être tenté de l'ignorer. Le proton, lui, est devenu un neutron. Il a pris un peu d'énergie durant tout ce processus et l'a converti en matière. Il est un tout petit peu plus massif que le proton. Un de ces quarks up est devenu un quark down. Il est devenu neutre, sans charge. Il ne résiste donc plus d'être collé à l'autre proton et au contraire. Maintenant, il est collé pour de bon. La particule ainsi formée s'appelle le deutérium, un isotope de l'hydrogène. Et le processus qui amène à sa création s'appelle la fusion. Et une grosse boule de gaz en fusion, on appelle ça une étoile. C'est ce qui est familier dans ce phénomène étrange. Toute cette énergie fait enfler l'étoile, mais au bout d'un moment, la force due aux explosions thermonucléaires et la force due à la gravité s'équilibrent, et l'étoile garde une taille constante. En son centre, encore plus de deutérium est produit, et lorsque 2 particules de deutérium entrent en collision, ça fait une particule avec 2 protons, 2 neutrons, de l'hélium. Évidemment, au bout d'un certain temps, il n'y a plus que du deutérium et de l'hélium au centre de l'étoile. Alors la fusion s'arrête, et l'étoile s'effondre sur elle-même. Mais alors la pression augmente à nouveau, et avec elle la température, non? Si. On était jusque-là à quelques dizaines de millions de degrés, on atteint maintenant quelques centaines. Et la fusion reprend, cette fois entre atomes d'hélium. 3 atomes d'hélium font du carbone, un atome de carbone et un atome d'hélium font de l'oxygène, et ajoutons un autre atome d'hélium, on obtient du néon. Le processus reprend de plus belle, dégageant encore plus d'énergie qu'avant, et l'étoile grandit. C'est maintenant une géante rouge. Le plus souvent, le processus s'arrête et l'étoile s'évapore lentement, mais si elle est suffisamment massive, elle peut continuer à fusionner des éléments, magnésium, silicium, soufre.
Certains, dans cette fournaise infernale, se brisent et se reforment, et on obtient l'azote, le lithium, le beryllium. Le processus continue, s'amplifie, calcium, vanadium, manganèse, jusqu'au fer. Lorsqu'une étoile commence à fusionner du fer, quelque chose change. Jusque-là, la fusion dégageait d'immenses quantités d'énergie. Mais à partir du fer, la fusion d'éléments plus lourds absorbe de l'énergie. Alors bien sûr, il n'y a plus d'énergie. La température baisse et l'étoile s'effondre à nouveau. Et bien sûr, la température augmente à nouveau et la formation d'éléments lourds reprend de plus belle, mais cette fois, elle précipite l'effondrement de l'étoile. Tous les autres éléments du tableau périodique sont produits, cuivre, zinc, argent, plomb, uranium, et ils absorbent plus d'énergie que leur formation en produit, jusqu'à ce que l'étoile, s'effondrant encore, tombant sur elle-même, ne puisse plus tomber plus loin. Alors elle explose. C'est une supernova, une explosion gigantesque et colorée de tous les éléments qu'elle a créés au cours de sa vie, qui brillent parce qu'ils sont encore chauds, s'éparpillant aux quatre coins de l'espace. En refroidissant, certains de ces éléments formeront des molécules. La plus commune de ces molécules est l'eau, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Mais dans le froid de l'espace, elle a la consistance de la pierre. Plus tard, dans d'autres coins de l'espace, des restes de cette étoile primitive, d'autres étoiles se formeront. Mais cette fois, elles ne seront pas faites uniquement d'hydrogène, et, lors de leur explosion natale, elles éjecteront beaucoup de ces choses. Les plus légères iront loin, les plus lourdes resteront proches. L'eau, l'hydrogène, le méthane iront loin. Le fer, la silice, l'uranium resteront près. Ces éléments et molécules lourdes formeront des planètes telluriques, comme la Terre, des boules de lave inhospitalières. Le fer, le nickel, les éléments lourds couleront lentement au centre, formant un noyau métallique. Le reste durcira à la surface, formant une croûte de silicate. Un peu d'eau piégée ici tombera en pluie, mais beaucoup plus arrivera sous la forme de comètes. Nous aurons alors une planète recouverte d'eau, avec quelques montagnes émergées. La rotation de la Terre, la présence d'une lune, provoqueront des marées non seulement dans les océans, mais aussi dans le manteau, la lave à quelques centaines de kilomètres sous nos pieds. Tout ce mouvement provoquera le mouvement de plaques tectoniques qui engendrera des volcans et des tremblements de terre, mais aussi le renouvellement permanent de la croûte terrestre. Des éléments cachés surgiront à la surface, parmi eux les métaux lourds, mais aussi le carbone. Et le carbone est spécial. Il peut créer des chaînes d'éléments, des structures complexes. Au hasard des marées, au hasard des concentrations, une de ces structures va se dupliquer, et se dupliquer encore. Et c'est ainsi que la physique accomplit son chef-d'œuvre, la vie.